State Street Corporation, c'est une banque et c'est également un gardien de valeur. Donc, ça veut dire quoi ici? Vous savez, quand vous allez, par exemple, disons, vous allez peut-être dans un organisme comme Amundi, on va le dire comme ça. Non, pas Amundi, c'est même un mauvais exemple. Disons que vous allez, par exemple, ici à IBKR, ok? Vous allez dans IBKR, vous donnez votre argent à IBKR, etc. Vous ouvrez vos comptes de courtage. En fait, l'argent, en fait, sera généralement logé dans des compagnies comme State Street, qui sont des gardiens de valeur. D'accord? Donc, je pense qu'on les appelle les custodies, ce genre de choses-là. Donc, c'est également une activité qui a des activités de banque classiques. Mais la majeure partie de son business ici, c'est surtout la partie custody. OK? Donc, dites-vous également que c'est un segment d'activité en pleine, je peux dire ici, c'est pas un business fragmenté. Je pense qu'ils sont en pleine consolidation ici. Donc, c'est une entreprise qui est essentielle juste pour vous donner une idée générale. Les actifs sous sa garde dépassent le trillion. D'accord? Donc, ça dépasse les 1000 milliards. Les actifs sous sa garde. Alors, du point de vue évaluation, ça sera à peu près comme une bancaire classique. D'abord à la base, ok, mais vu qu'elle a une activité ici liée au service, on va avoir tendance ici à ne pas trop prêter attention vous voyez déjà que la marge brute, pas d'information, marge EBITDA, pas d'information, dette nette ici, pas d'information. Donc, quand on regarde ici les actifs tangibles, est-ce que ça augmente année après année? Oui, on a 12 milliards 889 ici. Regardez également ici pour vérifier quel type de banque nous avons présentement. Est-ce que nous avons une bancaire ici qui a plus des revenus issus des frais ou bien des revenus issus des activités de banque classiques, à savoir ici le différentiel sur les taux d'intérêt. On regarde ici le net interest income par rapport aux revenus. On constate ici qu'il est de 23%, enfin en date d'aujourd'hui. Et c'est surtout la moyenne qui m'intéresse, ce qui veut dire que 23% de ce qu'elle gagne provient uniquement des activités de banque classiques. Ce qui veut dire encore, donc c'est-à-dire on a à peu près les un quart. Donc c'est un business qui pourrait se négocier à des multiples de valorisation par rapport aux actifs tangibles nets supérieurs à 1. D'accord? Supérieur à 1. Donc il ne serait pas étonnant de l'acheter à plus d'une fois les actifs tangibles nets par action. Faites attention. Je pourrais même dire qu'on pourrait même aller par rapport à ce que je vois, on pourrait même aller à 4 fois par là. OK? Faites attention. Donc, ensuite, qu'est-ce que je vais avoir tendance à regarder? Les dépôts, c'est une banque classique, n'est-ce pas? J'aimerais que les dépôts augmentent de plus en plus. Est-ce que c'est le cas? On a à peu près 220 millions de dépôts. On a une diminution par rapport au plus à 265. On a quand même perdu 45 millions ici. Toujours à vérifier quelles sont les raisons derrière. Et il faut toujours aller voir sur une longue période de temps. Avec l'augmentation des taux d'intérêt actuels, les gens vont souvent, certaines personnes vont retirer leur cash ici uniquement parce qu'on leur promet peut-être des taux d'intérêt plus élevés ailleurs. D'accord? Mais bon, ça peut arriver dans le business. Mais ça prête attention. Mais c'est 25% du business. Je ne dirais pas que c'est petit, mais voilà. Ensuite, on va regarder ici les dépôts en question. Il va bien falloir qu'on les mette au travail. On va regarder le pourcentage de prêts par rapport au dépôt, histoire de voir si on a encore de la marge de manœuvre pour pouvoir bénéficier des taux d'intérêt actuels. Et oui, 16% des prêts ici, 16% des dépôts ici qu'on a présentement, il n'y a que 16% qu'on a prêté. Donc, il reste à peu près plus de 80% présentement qu'on peut mettre au travail. Donc, c'est une entreprise qui pourra avoir des bénéfices nets de plus en plus élevés dans le futur. Et des bénéfices issus ici du différentiel sur les taux d'intérêt, enfin. Si elle arrive à trouver des investissements, si elle arrive à acheter de cet argent-là moins cher. Donc, si elle a des taux d'intérêt, si elle paye des taux d'intérêt de 1% sur les dépôts et qu'elle revend cet argent à 5%, elle encaisse le différentiel ici qui est de 4%. D'accord? Donc, ici, je constate plutôt que les bénéfices nets sont moins élevés par rapport aux derniers résultats ici. En termes de volume, après, on doit prêter attention à cette évolution-là. Toujours également, regarder les bancaires ici. Il faut essayer de voir s'il n'y a pas des éléments exceptionnels quelque part. On vérifie ici, ça ici. Donc, oui, c'est une diminution, exactement. Donc, en lisant les rapports financiers, je vais aller vérifier cette information-là. Pourquoi est-ce que ça a baissé? OK. Est-ce qu'on a des taux d'intérêt moins élevés par rapport à ce qu'on paye présentement? Toujours aller vérifier. Donc, quand je prends à peu près la médiane des revenus sur les 10 dernières années, nous avons à peu près des bénéfices nets, nous avons à peu près de 2 milliards. Donc,
si c'est 2 milliards en question, disons que je paye 10 fois les bénéfices, ce sera à peu près une vingtaine de milliards pour l'évaluation de cette compagnie. Presque le prix actuel, à 10% près. Mais c'est 10%. C'est vraiment 10%. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? On va racheter les actions. Est-ce que c'est le cas présentement? Elle rachète massivement ses actions. Elle distribue un dividende qui est de plus en plus élevé. Donc, c'est tout bénef. Je pense qu'on est très bien positionné ici pour pouvoir bénéficier du rachat d'actions ainsi que du versement de plus en plus élevé de ce dividende-là. Donc, quand on regarde également le return on equity, vu que c'est une bancaire classique, c'est également une bancaire, hein, faut pas l'oublier. Est-ce qu'on a quelque chose aux alentours de 10% en moyenne? Aujourd'hui, c'est moins que ça, mais il faut toujours regarder la moyenne. C'est surtout ça qu'on essaie de regarder. On est plutôt à 10%. Regardez également le taux de défaut. Oui. Donc, loan, voilà. Donc, le taux de défaut, on peut regarder les prêts non performants ici par rapport au prêt global, par rapport au total des prêts ici. On peut regarder ça sur le dernier trimestre. On aura tendance à augmenter un tout petit peu. Donc, ça peut expliquer la raison pour laquelle on a des bénéfices nets moins élevés. Peut-être parce que les prêts sont de moins en moins performants. Ça peut arriver, mais il ne faut pas que ça dépasse un certain niveau. Et également aller vérifier comment est-ce que l'entreprise a positionné son portfolio de prêts ici. Faites attention. En tout cas, pour moi, je dirais qu'au prix actuel, l'entreprise est correctement évaluée. C'est une entreprise qui est intéressante du point de vue dividende. OK? Et également du point de vue rachat d'actions. Parce que vu que shareholder yield, il est bien plus élevé que ça. Donc, c'est une bancaire ici en date d'aujourd'hui. Enfin, si on ne prend pas en considération la dette ici, parce qu'elle a également tendance à prendre de la dette, vu que c'est... on va regarder la dette ici. Dette. OK. Donc, ne prenez pas la dette nette, prenez la dette totale. Dette ici, qu'est-ce qu'on a? Vous aurez un gros chiffre, mais il faut vraiment aller le reconstruire. On a près de 44 milliards ici. Attention, 45 milliards même. Donc, quand je vais aller sur dans les rapports financiers, vu que c'est une compagnie ici bancaire, je pense que Fastgraph nous donne vraiment des bonnes informations par rapport aux bancaires ici. On va aller voir ça. La dette à long terme, c'est 18 milliards. C'est 25 milliards au total. La dette totale, c'est 25 milliards. OK? Pas 40. 25. Et en supplément de ça, on doit prendre ici le cash uniquement. Parce que si vous prenez les équivalents de cash, on risque de prendre certains investissements ici qui n'appartiennent pas à moi. Donc, on a le total des investissements, le total des prêts, le total de cash ici, c'est ça. Donc, c'est une banquière qui a presque 20 milliards ici de dette. Donc, la dette nette est aux alentours. Elle peut repayer la dette nette ici avec les bénéfices nets. Elle peut repayer la dette nette ici en 10 ans. Donc, elle n'est pas très endettée non plus. OK? Donc, faites attention. Ici, parce que quand je prends le shareholder yield, il aura tendance à donner une mauvaise information parce qu'il va prendre en considération l'évolution, il va prendre en considération la dette sur 45 milliards. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. OK? So, je pense qu'en date d'aujourd'hui, c'est une compagnie qui est intéressante du point de vue dividende premièrement. Au niveau du prix de l'action, elle est correctement évaluée présentement. Donc, ce qui veut dire que tout rachat d'actions sera bénéfique au prix actuel, d'accord, pour la compagnie. Toute augmentation des dividendes pourrait également être bénéfique pour nous-mêmes. OK? Donc, comme on peut le voir ici, est-ce qu'un élément que j'ai oublié de mentionner dans cette évaluation-là, je dirais, voilà. Combien de fois les bénéfices le marché a tendance à payer justement pour cette compagnie en moyenne? Ici, le marché a tendance à payer 13-15 fois les bénéfices. D'accord? Pour une compagnie pareille, c'est possible. Donc, le 2 milliards en question ici, fois 15 fois les bénéfices, ça fait 30 milliards. 30 milliards, moins la dette nette à une vingtaine, mais on va se retrouver ici à une dizaine de milliards ici. Donc, c'est la raison pour laquelle je préfère l'échanger à 10 fois les bénéfices. Pour moi, le niveau de dette actuel, c'est le plafond. Je ne veux pas qu'on aille plus loin que ça. Si on diminue ce niveau de dette-là, c'est une entreprise qui pourrait s'échanger à une trentaine de milliards par là. OK? Mais au prix actuel, c'est déjà assez correct, sans prendre en considération la dette. OK? Donc, au prix actuel, c'est uniquement pour le dividende, comme je l'ai bien précisé ici, et ça pourrait également être bénéfique par rapport au rachat d'actions.
Donc, ce n'est que mon avis. C'est une entreprise qui fait partie des choix de Top Invest. Je pense qu'on l'avait mis exactement ici par rapport à ce dividende, par rapport uniquement au dividende et rien d'autre. OK, c'est une entreprise qui peut avoir tendance à augmenter son dividende de manière assez rapide, année après année. Et vu le prix qu'on payait ici, voilà, c'est tout bénef, d'accord? Donc, ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme je dis ici, si l'entreprise vous reverse la totalité des bénéfices nets en dividende, vous avez plus de 10% aujourd'hui. D'accord? Et on s'attend ici à des bénéfices nets de plus en plus élevés dans le futur. Maintenant, allez vérifier pourquoi. OK? Donc, si on prend parce que les prévisions ont tendance à être véridiques ici. Si on s'attend à du 9,95$ d'ici 2026, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en date d'aujourd'hui, le 73$ qu'on paye à 10 fois les bénéfices uniquement, on peut se retrouver à combien? À 99$, 100$. OK? Si on nous dispute la totalité des bénéfices nets ici en dividendes par rapport au prix actuel, on a un rendement de 13,44%. Donc, j'espère que j'ai piqué vos curiosités avec les chiffres et que vous allez aller regarder un tout petit peu plus en profondeur State Street. OK? C'est un business mature qui ne dérange personne, qui avance tranquillement. D'accord? Et ici, voilà, c'est certainement pas l'intelligence artificielle, hein, mais votre capital ici, il y a de grandes chances qu'il soit bien protégé. OK? Ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.